Merci Thérèse. Merci à tous d'être venus si nombreux. Merci à Etopia d'avoir programmé cette soirée en dehors d'un match de la Belgique, un jour où la Belgique ne jouait pas. Et vous savez d'ailleurs que aujourd'hui, ce soir, à Liège, il y a Rob Hopkins qui parle, le fondateur des villes en transition. Je suis ravi que vous soyez si nombreux ce soir. J'espère d'ailleurs qu'il y aura quand même 2-3 personnes à sa conférence. Et aux questions techniques, est-ce que je peux me lever? D'accord, pour la caméra. Ça va, vous m'entendez? C'est pas trop fort? Ok. Je préfère parler debout. Je voudrais aussi remercier Nature et Progrès, et en particulier Guillaume Loest, qui est l'éditeur modeste et génial, qui est venu me chercher et qui a publié le rapport que j'ai présenté l'année dernière et qui en a fait un très bel objet, je trouve, qu'on a vraiment amélioré. Alors, l'histoire de ce rapport, ça a commencé l'été dernier, où Yves Cochet, qui était député européen au groupe Les Verts, m'a demandé de réfléchir à l'avenir de l'agriculture en Europe, en mettant les lunettes de la résilience. Et j'avais travaillé un petit peu sur la résilience, donc je commençais à réfléchir et je lui dis « Ok, est-ce que j'ai carte blanche ?» « Oui, tu as carte blanche, tu peux dire ce que tu veux. Et est-ce que je peux juste travailler avec les dernières publications scientifiques des dernières années, dans les meilleures revues scientifiques? Ok. Alors on est parti là-dessus, j'ai travaillé tout l'été, et en découvrant tous ces chiffres et ces études, j'ai vraiment eu un choc. J'étais bouleversé, je l'ai mal vécu, j'ai eu vraiment, je vous le dis sincèrement, j'ai eu mal au ventre, il y a eu beaucoup d'émotions qui est sorties, j'ai maigri, mais c'est en toute franchise que je le dis. Je pense qu'on ne peut entrer en transition que si on a subi ce choc dans le ventre, que si on a pris ça dans la figure. C'est ce que je vous propose ce soir. C'est ce que je propose. Un point dans la figure, voilà, c'est une belle soirée. Alors, le rapport et le livre, en fait, ils ont ceci de particulier, qu'ils ont un côté obscur et un côté assez lumineux. En fait, je me suis rendu compte au fil de mes travaux, de mes écrits et des conférences, qu'on ne pouvait pas parler de l'un sans l'autre. On ne peut pas dire les choses, dire les catastrophes et choquer si on n'a pas des chemins pour continuer, pour sortir de cet état. Et inversement, le mot résilience ou les chemins que je propose ici, qui sont fous, et pour certaines personnes qui sont farfelues, ne peuvent pas être compris si on n'a pas eu ces chocs. Ça ne veut rien dire la résilience si on n'a pas compris ce qui est en train de nous arriver. Donc c'est un peu ce qu'on va voir ce soir. Alors, un choc. Il y a quelques mois, j'avais commencé l'aïkido. Ça n'a pas duré longtemps parce que depuis on a eu 2 bébés, j'ai plus le temps. Mais en aïkido, quand il y a quelque chose qui vous arrive, quelqu'un vous attaque, d'habitude dans les arts martiaux, on contre, on s'oppose avec force, on dépense de l'énergie. Ici en aïkido, c'était le début, on m'avait appris, non, il faut laisser venir, faire un pas de côté. C'est ce que je vous propose. Ce soir, on va avoir un choc. On va faire un pas de côté. Et alors, on va utiliser ce qui nous arrive comme une opportunité pour aller de l'avant. Est-ce que vous pouvez lire au fond, ça va? Ok. C'est pas terrible. Je suis désolé. C'est le projecteur. On a essayé de régler, mais il n'y a pas mieux. Alors, commençons par le choc. Ici, vous ne voyez pas, mais essayez de deviner. Est-ce qu'on peut peut-être baisser cette lumière, si ça ne dérange pas la vidéo, s'il vous plaît? Alors vous avez ici une expo photo de Peter Menzel, qui est très connu, qui s'appelle Hungry Planet, où on a demandé à des familles du monde entier, ici une famille au Mali,
de mettre devant eux tout ce qu'ils mangeaient pendant une semaine. Alors, on voit... On a vu sur la photo qu'il y avait des sacs de graines, de grains, donc beaucoup de céréales, beaucoup de légumineuses et un petit peu d'épices, un petit peu d'huile, voilà, et des galettes, voilà. Donc ça, c'est tout ce que mange une famille malienne en une semaine. Ici, on est en Bolivie. Vous avez encore des sacs de féculents, de céréales, beaucoup de fruits et de légumes. Et voilà, essentiellement des produits en vrac. Ici, vous avez une famille en Égypte. Vous voyez apparaître déjà des sachets, des bouteilles, des produits emballés, mais il y a quand même beaucoup de fruits et de légumes. Ça va, vous voyez, au fond? Okay. Ici, on est au Mexique. Alors, on a déjà des produits industriels tout faits, empaquetés, beaucoup de boissons qui commencent à apparaître ici, donc des boissons en bouteille, beaucoup de fruits et de légumes. Voilà. De l'eau, ah, ça c'est intéressant, ici, de l'eau en bouteille, et du pain blanc. Voilà. Ici, on est en Allemagne, une semaine de nourriture d'une famille allemande. Vous voyez la charcuterie, beaucoup de charcuterie, beaucoup de bière, en fait beaucoup de boissons ici aussi, pas mal de fruits et légumes aussi, et des produits de plus en plus industrialisés, manufacturés, raffinés. Et aux États-Unis, tout est fluo, c'est beau. Et alors j'ai trouvé une tomate, ici 2 tomates. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous montrent ces photos? En fait, ça nous montre l'incroyable diversité des systèmes alimentaires du monde entier. Ici, je ne vais pas seulement me concentrer sur l'agriculture, mais sur l'ensemble des systèmes alimentaires, c'est-à-dire tout depuis le champ jusqu'à l'assiette et même après, dans les décharges, les poubelles, etc. C'est tout le système alimentaire qui nous nourrit. Et on voit que dans le monde, il y a différents systèmes alimentaires. Il y en a qui sont très locaux, regardez en Bolivie ou en Afrique, très simples. Il y en a qui sont industriels, avec des chaînes très longues et beaucoup d'intermédiaires, comme aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il y a derrière l'assiette que nous mangeons? Derrière la lasagne, qu'est-ce qu'il y a? Derrière le brocoli qu'il y a dans notre assiette, qu'est-ce qu'il y a? C'est ça qu'on va essayer de voir ce soir. Alors, commençons par la première étape, l'agriculture. L'agriculture en Europe, elle est essentiellement industrielle. Ça veut dire quoi? Alors, je l'appelle industrielle et pas intensive. Pourquoi? Parce que j'essaye de me réapproprier. Il faut qu'on se réapproprie le mot intensif. En permaculture, en agroécologie, en agriculture biologique, on peut faire de l'intensif, on peut produire beaucoup. Mais sans pesticides, sans insecticides, etc. On peut faire des très bons rendements. Donc, j'utilise à dessein le mot industriel. L'agriculture industrielle, c'est l'homogénéisation de la mécanisation. C'est surtout une consommation énorme d'énergie fossile, de gaz naturel et de pétrole. C'est l'utilisation de minerais pour les engrais. Ici, on a des phosphates, mais ça peut être aussi de la potasse. Donc quand on va puiser dans les mines, évidemment, on puise des ressources non renouvelables. Un jour, il n'y en aura plus. Mais j'y reviendrai par la suite. On a aussi une agriculture très mécanisée, et qui utilise des produits phyto, comme on dit, c'est un euphémisme pour dire tous des produits qui tuent, des produits en cides, fongicides, pesticides, insecticides, et des engrais. Et tous ces produits-là sont vraiment consommateurs d'énergie fossile. On a besoin de beaucoup d'énergie et de pétrole pour les fabriquer. Et après, quand la nourriture a été produite, elle quitte le champ et alors elle est distribuée. C'est la mondialisation, c'est typique des systèmes industriels aujourd'hui qu'on a, en Europe en particulier, et voici la quintessence de la mondialisation, des ports avec des containers. Alors ici il y a un schéma, on va reprendre le système alimentaire, le nôtre, qui est le système majoritaire ici en Europe, qui nous nourrit. On commence avec l'agriculture, ça c'est juste la petite étape de l'agriculture, avec des produits, donc pétrole pour labourer, pétrole pour les produits chimiques, pétrole pour transporter,
transformer, encore une fois, énergie, pétrole, gaz naturel, électricité, transport, encore pétrole, distribution, pétrole, transport, pétrole, redistribution, pétrole, retransport, pétrole. Ici, on a cuisine, gaz naturel, ça peut être aussi de l'électricité, de l'uranium, mais il y a aussi des énergies fossiles. Et tout ça, il y a du plastique, de la réfrigération, enfin voilà, toute une industrie qui nécessite aussi du pétrole. Et après la maison, il y a pétrole et reconsommation d'énergie pour le traitement des déchets. Donc on a un système linéaire qui consomme à chaque étape des énergies fossiles. À tel point que ici vous avez l'évolution entre 2001 et 2011 des prix alimentaires en bleu et des prix du pétrole brut en rouge. On voit que les courbes sont vraiment très corrélées, à tel point qu'ici on a en 2008, ce pic-là, c'est la crise des subprimes. En fait, la crise des subprimes, ça a été précédée par une crise de l'énergie où le baril de pétrole a dépassé les $140, ce qui a fait un électrochoc dans toute l'économie mondiale. Et quel est le premier maillon qui a sauté? Le maillon faible, c'était les subprimes. Donc à chaque fois que le prix du baril de pétrole va dépasser les $140, on va avoir un électrochoc dans tout le système économique mondial. Et on va avoir donc des crises à répétition, ça va arriver de plus en plus. Et à chaque fois, les prix alimentaires vont monter. Ici, ce pic-là, ça a l'air de rien, mais c'est 35 pays qui rentrent en émeute de la faim. Alors, faisons une petite parenthèse théorique, je l'aime beaucoup. On va mettre des lunettes ce soir pour voir le monde différemment. On va voir le monde à travers l'énergie. Alors, ici, vous avez un écosystème naturel, une forêt. Donc, si on est chasseur-cueilleur, on arrive dans la forêt, on cueille, on peut manger quelques petits fruits, racines, etc. Alors, maintenant, imaginons, on est des agriculteurs. On va transformer cet écosystème naturel en agroécosystème. Quelle énergie, ça je vous pose la question, si vous savez lever la main, quelle énergie on doit mettre dans ce système pour le transformer en agroécosystème? Énergie humaine, très bien. Donc on va travailler, c'est l'huile de coude. Okay. Animal, traction animale, on peut utiliser les animaux. Mais ce système, déjà naturel, il fonctionne à quoi? Au soleil. La nature fonctionne au solaire. Et nous aussi, dans nos agroécosystèmes, on aura toujours l'énergie solaire. Alors, quelle énergie entre dans un agroécosystème? Bien, vous l'avez dit, il y a toujours l'énergie solaire. Donc c'est ce qu'on appelle, on a fait une petite classification, ça s'appelle énergie écologique. La biomasse étant toujours de l'énergie solaire. Et de l'énergie culturelle. Vous l'avez dit, ce sont les humains et les animaux. Alors on en distingue deux d'énergie culturelle, celle qu'on apporte. L'énergie culturelle biologique, c'est-à-dire les sources vivantes, humains et animaux, et les sources non vivantes, ce qu'on appelle l'énergie culturelle industrielle. Ok, vous avez cette petite classification en tête. Maintenant, j'aime bien ce petit graphique. Vous avez ici, disons, un écosystème naturel avec de l'énergie solaire qui rentre, soit la forêt, d'accord? Elle produit pour les chasseurs-cueilleurs un petit peu de fruits, de racines, un petit peu de nourriture. Maintenant, on va refaire en 3 minutes l'évolution de l'agriculture du monde. Les premiers agriculteurs itinérants arrivent. Ils utilisent un peu de travail, vous voyez, énergie culturelle, biologique, et ils doublent les rendements. Super, invention de l'agriculture. Et puis, les premiers agriculteurs se sédentarisent. Ils vont plus travailler, ils vont même peut-être utiliser un peu de charbon, des animaux, beaucoup de travail, toujours beaucoup de soleil, évidemment, et on double encore les rendements. Et nous, actuellement, dans nos sociétés industrielles, on a encore doublé les rendements, mais à quel prix? Puisqu'on a explosé ici la dépense énergétique industrielle, culturelle. Enfin, culturelle, industrielle. Donc on utilise énormément de pétrole pour encore doubler les rendements. Mais à un prix beaucoup trop élevé, c'est ce qu'on appelle les rendements décroissants. Donc si on met les lunettes de l'énergie, notre agriculture n'est pas rentable, elle n'est pas productive.
Si on voit juste les rendements, les tonnes à l'hectare, ok, ça produit beaucoup. Mais en termes énergétiques, c'est très mauvais. En fait, il y a un chiffre que je cite, c'est-à-dire qu'avant, on injectait dans notre système, disons, 1 calorie, on en retirait 2, 3, 4 de nourriture. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Aujourd'hui, aux États-Unis, il faut injecter 7 calories pour en retirer 1. C'est fou, c'est le monde à l'envers. On marche sur la tête. Et la majorité de l'énergie qui est dépensée, c'est une fois que les produits ont quitté le champ. C'est dans tout le système de distribution, de conservation, etc. Alors, le problème qu'on a, c'est que bientôt, dans quelques années, on n'aura plus d'énergie culturelle industrielle. Je ne vais pas vous faire des heures et des heures de démonstration. Vous connaissez peut-être tous le pic pétrolier. Donc vous avez une courbe en cloche, c'est typiquement des courbes d'extraction de gisements, c'est disons une loi géologique. Nous, on est actuellement en haut du pic, on est tout en haut de la courbe en cloche. Alors il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que si on est en haut de la courbe, on a encore toute la moitié dans les sous-sols, d'accord ? Toute la moitié de pétrole encore à exploiter. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'arrivera jamais à l'extraire. Pourquoi ? Parce que ça, c'est ce qu'on appelle EROEI, donc Energy Return on Energy Invested, pour ceux qui veulent aller chercher sur Google. En français, c'est le taux de retour énergétique. Il y a un siècle, pour creuser, pour aller extraire du pétrole, on avait besoin d'énergie. On avait des machines et on investissait 1 baril de pétrole, on creusait, ça sortait très facilement, on en retirait 100. C'est extrêmement rentable. Puis, en 1990, il fallait 1 baril pour extraire 35 barils seulement. En 2007, et ça a empiré aujourd'hui, il faut 1 baril pour extraire 12. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut aller toujours plus profond, toujours plus loin, toujours dans des endroits de plus en plus inaccessibles, en haute mer, en Arctique, dans des grandes profondeurs dans l'océan, pour retirer du pétrole. Et en fait, les spécialistes disent qu'en dessous de 1 sur 20, ça devient problématique pour une société. En dessous de 1 sur 10, c'est catastrophique. Et sachez que les gaz de schiste, par exemple, ont un rendement inférieur à 3. Et les agrocarburants, inférieurs à 1. Ça veut dire que ça coûte plus de les fabriquer que ce que ça nous rapporte. Donc ce ne sont pas des solutions. Alors ça, c'est juste le pétrole, ou bientôt aussi le gaz naturel, mais il y a aussi le pic du phosphore. Les dernières études montrent que le pic passerait vers 2030, ça veut dire que c'est la fin des engrais minéraux, soit un des grands piliers de l'agriculture industrielle. Donc c'est la fin de l'agriculture industrielle, ça c'est sûr. Et il y a les pics d'autres métaux, le cuivre, le platine, qui sont en train de passer dans les années qui viennent. Donc le pic, c'est vraiment... il y a un auteur, Richard Enberg, qui parle du peak everything. On va passer dans les années qui viennent tous les pics. Alors, cette équation est simple. On vient de voir que nos systèmes alimentaires industriels dépendent entièrement du pétrole et qu'il y aura bientôt plus de pétrole. Bon marché, mais plus de pétrole tout court. Ça veut dire quoi ? J'ai mis des mois avant d'accepter ça. C'est très facile comme équation, mais c'est dur à accepter. Ça plus ça égale. C'est la fin de nos systèmes alimentaires industriels. C'est la fin. Il n'y a rien qui remplacera le pétrole. De toute façon, on ne s'y est pas pris à temps. Donc c'est juste la fin de nos systèmes alimentaires. Ils sont encore en vie pendant quelques années, mais déjà il faut commencer à inventer la relève. Alors continuons encore dans le choc, parce qu'on n'est qu'à la moitié. Ça, c'est rien. Donc nos villes, nous les humains, avons modifié la planète. Vous connaissez l'empreinte écologique. Ici, on a une image de ville infinie. Je crois que c'est au Mexique. D'urbanisation folle. Ici, des grands barrages. Ici, des anciens derricks de pétrole. Ici, on voit en fait une mine à ciel ouvert. Maintenant, on ne creuse plus des trous pour faire les mines. Maintenant, on arrache des montagnes. C'est beaucoup plus facile. Et sur la plage, des grands cargos pétroliers qui sont tout rouillés. Et ici, c'est Dubaï, au milieu du désert, une ville incroyable qui est née juste par la puissance du pétrole. Ça, c'est nous, c'est l'humain. Aujourd'hui, les géologues parlent d'une nouvelle ère, l'ère de l'Anthropocène. Avant, il y avait l'Holocène,
une période de stabilité où l'homme a inventé l'agriculture. Aujourd'hui, on est passé dans l'Anthropocène, l'ère où l'être humain est devenu une force géologique majeure. On arrive à perturber tous les grands cycles biogéochimiques de la planète. En réponse, la planète nous envoie des signes, et plus que des signes, c'est-à-dire un climat de plus en plus agressif, imprévisible, chaud, dangereux, avec des événements extrêmes. Tout cela est extrêmement bien documenté. Destruction de la biodiversité, des habitats, etc. Alors c'est ce jeu comme ça d'aller-retour qui m'a vraiment marqué dans les publications scientifiques, c'est-à-dire qu'on a vraiment un système industriel alimentaire qui est toxique. Elle détruit les écosystèmes, elle perturbe le climat, elle détruit la santé des agriculteurs, la santé des populations, etc., etc. Et en même temps, en faisant tout ça, le système devient de plus en plus vulnérable. Vulnérable parce que le climat l'agresse, et un climat irrégulier, imprévisible, c'est catastrophique pour l'agriculture. C'est très désagréable. Le climat, mais en même temps les sols qui ne répondent plus, les écosystèmes qui ne répondent plus, les crises économiques qui perturbent le système, etc. Donc en fait, plus on avance, plus notre système est vulnérable. Et surtout vulnérable à la fin des énergies fossiles. Ça, je pense que c'est le critère le plus important. En fait, quand on regarde tous les indicateurs de notre planète, ils partent tous en exponentiel. Ici, on a la population, le PIB, les investissements à l'étranger, le taux de concentration en CO2, j'en prends au hasard, mais ici, le nombre de restaurants McDonald's, voilà, le tourisme international, le nombre de téléphones portables, le nombre de grandes inondations, tout part en exponentiel. Ça, c'est l'Anthropocène. C'est quoi alors, l'exponentiel, c'est quelque chose, on a vu ça au cours quand on était petit. C'est une courbe qui monte, mais elle monte de manière incroyable. On va faire un petit jeu. Pour ceux qui connaissent, laissez les autres deviner. On va faire une expérience mentale. Prenons un grand bout de tissu. On va le plier en deux. Ok. On le replie en deux. Ça fait qu'il y a 4 épaisseurs qui font à peu près 1 millimètre. Ok. Vous me suivez ? On va continuer dans nos têtes à le plier pour atteindre 33 pliages. 33 pliages, ok ? C'est un grand bout de tissu. À votre avis, levez la main ceux qui pensent que ça fera entre 3 cm et 30 cm. 33 pliages. Levez la main, n'ayez pas peur. Vous ne passerez pas au zapping. Une main, ok. Entre 30 cm et 3 mètres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ouais. Non, c'est plus. Entre 3 mètres, c'est plus que 3 mètres. Entre 3 mètres et 30 mètres. 30 mètres de tissu, d'épaisseur. 1, 2, 3, 4, 5, 30 mètres. Non, c'est plus. Entre 30 mètres voilà, et 3 km. 3 km d'épaisseur. 2, 3, 4. Qui n'a pas répondu? C'est ceux qui savent. Non, en fait, c'est beaucoup plus. La réponse, c'est 5440 km. Kilomètres, c'est la distance Paris-Hong Kong. Kilomètres. 5440 km d'épaisseur de tissu. L'exponentiel, c'est ça. Au début, ça croît assez lentement, et au dernier moment, ça explose. Et si vous rajoutez encore un pliage, eh oui, on atteint les 11 000 km. Et encore un pliage, 20 000 km. En fait, dans la nature, il y a beaucoup l'exponentiel. Prenez les populations de lapins, les croissances, il y a beaucoup de croissance dans la nature. Et les manières qu'ont les organismes vivants de répondre, souvent, ça s'apparente à une courbe sigmoïde comme ça. C'est-à-dire qu'ici, vous avez la croissance exponentielle et à un moment, ça se cale, ça arrive, ça se met en équilibre avec ce qu'on appelle la capacité de charge du milieu, c'est K, c'est-à-dire les limites du système, les limites de l'écosystème. On ne peut pas le dépasser. Après, si on le dépasse, voilà,
alors ça perturbe le système, ça diminue, ça l'agresse, ça détruit un peu le système, ce qui diminue sa capacité de charge. Et puis on constate des oscillations, donc overshoot et oscillation, pour retrouver un équilibre. Ça aussi, c'est très fréquent dans la nature. Les deux sont fréquents. Et il y a une autre réponse dans les systèmes naturels qui est aussi fréquente, c'est l'overshoot et l'effondrement, le collapse. Donc le système continue à croître en exponentiel au point de perturber complètement le système dans lequel il vit. Et après, ça fait collapser non seulement l'habitat, mais aussi le système. Ça peut être des populations, n'importe. Actuellement, nous, on a dépassé les capacités de charge de la planète au niveau global. C'est la fameuse empreinte écologique, vous savez. Il faut plus qu'une planète pour vivre. Si on vivait tous avec notre rythme de vie. Donc on a dépassé, mais on continue à accélérer. Donc ça, c'était les années 90, les années 2000, l'écologie des années 2000. Aujourd'hui, c'est ça. Il y a 5 ans, on n'avait pas la même manière de voir l'écologie. Je parle des scientifiques. 5 ans après, et tous les ans, ça change. Il y a aussi une accélération dans les travaux scientifiques, dans la prise de conscience chez les climatologues, les écologues. Ça va très très vite. Alors, c'est la question des limites. Ah, pardon, vous avez vu. Ici, si on prend un globe, vous avez une bille ici. Elle représente toute l'atmosphère de la Terre. Donc vous prenez tout l'air qu'il y a sur Terre, tout l'air, toute l'atmosphère, vous la rassemblez, encore un exercice mental, et ça fait un volume de cette taille-là. C'est tout petit. Donc toute la pollution qu'il y a tous les jours, les feux, les feux de forêt, les gaz d'échappement, tout ça tous les jours, on ajoute ça, tout ça dans cette petite bille. Et ici, ça représente quoi, selon vous? L'eau. L'eau potable. Non, c'est toute l'eau. Toute l'eau du monde, même les océans, les glaciers, l'eau douce, l'eau salée, toute l'eau du monde peut être contenue dans cette petite bille-là. On a ici vraiment la représentation, c'est assez marquant, des limites de la planète, des limites planétaires, et on arrive dans l'âge des limites. Celle-là, je vais la passer. Alors, ce qui m'a aussi marqué, c'est qu'il y a toute une série de crises. Vous connaissez les crises climatiques, la crise énergétique, les écosystèmes, etc., etc. En fait, on se rend compte, et c'est très rare les analyses qui mettent en lien toutes ces crises, on se rend compte qu'il y a peu d'analyses systémiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que toutes les crises sont liées. Une crise climatique, donc un réchauffement climatique, une perturbation des inondations, etc., affecte les systèmes humains, les systèmes économiques et les autres écosystèmes. Inversement, les écosystèmes détruits ont des répercussions sur le climat, sur la santé humaine, sur l'économie, etc., etc. En fait, la question, ce n'est pas de résoudre une des crises, c'est de voir tout l'ensemble en même temps, comme un tout cohérent. C'est comme un organisme vivant. Et il y a 2 conséquences qui découlent de ça, de ce genre d'analyse, qui sont très rares en fait. 2 conséquences. La première, c'est l'effet domino potentiel, c'est-à-dire que le premier maillon qui va vraiment s'accélérer et partir de manière imprévisible, voilà, va entraîner tous les autres, au risque d'entraîner tous les autres. Ça, c'est l'effet domino. Et ça peut commencer par la finance, qui entraîne l'économie, qui entraîne les crises politiques, qui entraîne les crises écosystémiques, etc. Un exemple, en Grèce, il y a 2 ans, vous connaissez l'état de la Grèce avec ses crises économiques et sociales. Eh bien, il y a beaucoup de Grecs qui sont mis à acheter des poêles à bois et qui vont couper sauvagement du bois dans la nature pour se chauffer. Et il y a de plus en plus de problèmes de cet ordre-là. Donc, typiquement, une crise économique qui donne des problèmes de santé humaine et qui aggrave encore les problèmes écosystémiques. Voilà. Et d'habitude, qu'est-ce qu'on fait pour répondre à ça? Eh bien, il y a les spécialistes. On interviewe les spécialistes du climat qui vous disent oui, il faut faire ci, il faut faire ça. Les spécialistes de l'énergie, des ingénieurs, oui, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais on questionne le climat sans jamais parler du pétrole. On questionne les crises économiques sans jamais parler d'énergie, sans jamais parler de climat. Il n'y a jamais d'analyse systémique de ça. Et donc le deuxième point qui me semblait évident, c'est qu'il ne sert à rien de résoudre une seule des crises. Ça ne résoudra pas le problème.
il faut voir tout comme un ensemble cohérent. Ce qui est évidemment très difficile avec notre éducation, notre formation scientifique réductionniste, cloisonnée par discipline. Alors, quand est-ce qu'un probable effondrement, parce que la littérature scientifique maintenant parle clairement de ça, quand est-ce qu'un probable effondrement peut avoir lieu? On a 2 indices que je vais vous présenter ce soir rapidement. Le premier, c'est le dernier rapport du GIEC, le 5e rapport du GIEC, dont c'était le 2e volet qui est paru en mars. Ça y est, officiellement, dans le résumé aux décideurs, parle d'effondrement possible des systèmes alimentaires pour les prochaines années. Ça y est, le climat peut nous perturber au point de faire effondrer nos systèmes alimentaires. Deuxième indice qu'on a, et là on va retourner pour les anciens dans cette salle qui ont vécu cette période des années 70, période de choc pétrolier, période aussi, c'est la première fois que l'humanité voyait la Terre de l'espace. Première photo de la NASA dans la mission Apollo, on voyait notre petit vaisseau spatial fragile, c'était un choc pour l'humanité. Et le rapport au Club de Rome, The Limits to Growth, de l'équipe Meadows, qui a modélisé le système monde et avec la puissance des premiers ordinateurs, a mis ce modèle-là, voilà le monde qu'ils ont, le modèle monde, le modèle World 3, avec la population, l'industrie, les taux de natalité, tout ça, et toutes les boucles de rétroaction. Ils ont mis ça dans un ordinateur, ils ont mis les données réelles, ils ont appuyé sur Start et ils ont vu comment le monde allait évoluer dans les 150 prochaines années, avec le modèle World 3. Ils ont eu peur, parce que qui n'a pas vu ces courbes encore? C'est quand même... Ah ouais, super, ok. Moi, je sers à quelque chose. Moi, je les ai vus, je les ai vus beaucoup, mais à chaque fois, ça fait du bien de les revoir. Donc on a en fait 1900 ici, 1970, date de l'apparition du rapport. On a le taux de ressources non renouvelables qui reste, le taux de production alimentaire. Ici en gris, c'est la population mondiale qui commence l'exponentielle. Et le taux de pollution en bleu. Et alors en vert et en rose, vous avez les services et l'industrie, soit le PIB, on va dire l'économie qui augmente, qui commence son exponentielle. Ça, ce sont les données réelles du monde. Et puis le modèle est en pointillé. Le modèle, à l'époque, quand ils appuient sur Start, ça donne ces pointillés-là. Et les données réelles ont été mesurées 30 ans après, puisqu'on a du recul, et ça suit assez bien le modèle. Et après, donc nous on est là, on est en 2014, voilà ce que dit le modèle, et effectivement il y a un Australien qui s'est amusé, ça colle assez bien aussi. Donc on a les exponentielles qui continuent, avec un léger fléchissement de la population mondiale, voilà, ça colle assez bien. Exponentielle des pollutions, comme on l'a vu. Et voilà ce que dit le modèle, grande imprévisibilité, grande rupture de tout le système Terre. Pas que notre économie, nos sociétés, ça c'est un effondrement de civilisation, mais aussi le système Terre globalement, tous les écosystèmes, tout. Et avec, contrairement à ce que dit l'ONU, 2030, début d'un déclin, je cite, incontrôlé de la population humaine. L'ONU dit que ça va en fait continuer comme ça, la population. Mais j'ai été voir les modèles de l'ONU, j'y crois pas du tout. C'est des modèles hors sol qui font que des projections de natalité, de mortalité et d'immigration, mais il n'y a pas d'énergie, il n'y a rien dedans. C'est juste des projections. Je trouve ce modèle beaucoup plus crédible. Alors ça ne nous dit pas que le monde va évoluer comme ça, précisément, puisqu'on est dans des systèmes complexes, non linéaires, et fortement imprévisibles, mais ça nous dit que notre monde, notre civilisation, notre société est extrêmement instable. Et instable, en fait, c'est quand il y a des exponentielles, ça devient instable. Voilà, nous on est ici. Donc ça, c'est un indice qui nous montre, qui a 40 ans déjà de preuves accumulées, disons. C'est un modèle assez robuste qui nous indique que ça peut être dans les années qui viennent. Alors, nous, on a un problème. En France, en milieu francophone, on dit qu'on a un problème. Les Anglais ont un autre mot que nous, on n'a pas. Un problème, c'est le mot predicament. Voilà, pardon. Un problème, c'est ça. Ce monsieur, il a un problème parce qu'il y a une cause et il y a une raison. La cause peut être identifiée, le problème aussi. Ça peut être analysé, on appelle un ingénieur, il vous trouve une solution. C'est pratique. Sauf que nous, maintenant, on est face à un predicament. Il n'y a pas d'ingénieur pour les predicaments. Un predicament, c'est permanent, c'est inévitable.
c'est compliqué, voire complexe, c'est paradoxal et il n'y a pas de solution. Il n'y a pas d'ingénieur qui trouve une solution. Comment on fait s'il n'y a pas de solution? Alors on pourrait traduire predicament par situation très difficile. Un exemple de predicament, le diabète de type 1. Il n'y a pas de solution. On doit vivre avec, on s'adapte. Il y a des chemins à prendre, plus ou moins agréables, et on fait avec. La mort est typiquement un predicament. Ce n'est pas un problème, il n'y a pas de solution. On vit avec. Donc là, maintenant, on va vivre avec ces futurs instables, imprévisibles. On va juste s'adapter et trouver des chemins. C'est ça que je vous propose. Voilà, ce monsieur a un predicament. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que effectivement sa trajectoire est relativement prévisible, mais il a peut-être un parachute. C'est peut-être un cascadeur qui a des matelas en dessous, peut-être qu'il y a 5 mètres avec de l'eau, peut-être qu'il y a 50 mètres avec des cailloux tout pointus en dessous, on ne sait pas. En tout cas, c'est inévitable. Alors faisons un pas de côté après avoir reçu tout ça. Je vous rassure, j'ai mis 4 ans à digérer ça et ce n'est pas encore fini. Donc il se peut qu'il y ait des émotions aussi qui sortent. Il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir avec du ressentiment, de la colère, de la tristesse, de la peur. C'est normal, on pourra même en discuter après. Alors ce que je vous propose ici, et c'est ça l'originalité, une des originalités du rapport, c'est de faire un pas de côté avec le concept de résilience. Pourquoi j'ai mis ici une machine à écrire? Parce que c'est typiquement, c'est l'exemple type de ce qu'on appelle un verrouillage. En fait, nos systèmes, et le système alimentaire, est verrouillé de manière sociotechnique. Ce sont les sociologues qui ont inventé ça. Et donc l'exemple de la machine à écrire est très intéressant parce que, vous savez, donc ce sont des claviers QWERTY. Les claviers QWERTY ou AZERTY ont été inventés à cette époque. Est-ce que vous savez pourquoi? Oui. Exact. Ça veut dire que, en fait, les touches ont été mises de manière à ce que les lettres les plus fréquentes soient pour les petits doigts les moins puissants. Comme ça, on a une vitesse plus régulière, on va moins vite, et on évite que les petites branches en métal qui tapent s'en mêlent. Donc c'était calculé, c'est ingénieurs qui ont calculé ça, pour que la vitesse soit la plus constante possible. Sauf qu'aujourd'hui, on a des claviers numériques, digitaux, etc. Ça ne sert plus à rien d'avoir ce QWERTY. Et pourtant, on utilise tous du QWERTY. Essayez de trouver un autre clavier que le QWERTY ou du AZERTY. Alors, il y en a qui existent, mais c'est très très rare. Une fois, j'ai eu, il y a une semaine à Liège, quelqu'un qui utilisait le Dvorak. Mais bon, qui utilise ça? En fait, c'est typiquement un verrouillage sociotechnique. C'est-à-dire que le système des claviers est parti dans une direction qui dépend du passé. Et aujourd'hui, c'est inefficace. On pourrait aller beaucoup plus vite. Ceux qui tapent en Dvorak vont plus vite. Mais personne ne le fait. Personne ne change. Le système est verrouillé. Ça s'appelle lock-in en anglais. Notre système agro-industriel est verrouillé. Bon, ça, je suis obligé d'aller assez vite, mais il y a des verrous sociotechniques, comme on vient de le voir, avec, par exemple, sur toute la chaîne alimentaire, le verrou, la technologie, par exemple, des pesticides, qui est présente à tous les niveaux, si bien qu'un étudiant, un étudiant en agroécologie qui veut faire un travail de recherche, en agriculture biologique, il va avoir du mal à trouver des crédits de recherche, il va avoir du mal à publier parce qu'il aura une petite revue, il va avoir un CV moins bon, il ne va pas avoir de poste de recherche, et c'est fini. Donc même dans la recherche, dans l'innovation, dans les syndicats, dans les chambres d'agriculture, dans les ministères, partout, le système technique pesticide est partout. Et il empêche les autres petites niches d'émerger. Mais on a des verrous aussi socio-économiques, avec par exemple les grandes firmes agro-industrielles, vous connaissez ça tous, les verrous socio-culturels qui sont aussi très importants. Parce que, un exemple, aujourd'hui, on a des enfants, on est très pressé, on a beaucoup de travail, alors on a des plats tout faits, préparés, en 10 minutes au micro-ondes, c'est facile. Mais pour revenir à une cuisine plus lente, avec des légumes bizarres du panier bio, où on doit prendre le temps d'éplucher, etc., ça va être difficile de revenir encore. Ça, c'est un blocage, un verrou psychologique, par exemple, ou socio-culturel, comme vous voulez. Il y a des verrous politiques, avec l'Europe, qui est vraiment... typiquement l'institution politique verrouillée par excellence. Et tout à l'heure, on parlait de
l'exemple à une conférence où il y avait Dacian Cholos, le commissaire européen à l'agriculture, qui nous disait, il disait au public, lui, il a eu des idées agroécologiques extraordinaires et il n'arrive pas à les mettre en place comme il veut, quoi. Et il dit, un homme seul ne peut pas changer le système. Et lui, il a essayé. Et il dit même pire, il a dit, la politique ne peut pas changer elle seule le système. C'est fou. Ça veut dire, bon, il disait, évidemment, il invitait les citoyens à avoir plein d'initiatives, d'alternatives, mais ça veut dire beaucoup. Notre système politique européen est totalement verrouillé. Bon, Olivier de Scutter le dit très bien aussi. Alors, j'ai été m'inspirer d'un rapport du Post-Carbon Institute. Post-Carbon Institute, c'est un think tank aux États-Unis qui réfléchit au monde de demain, au monde de l'anthropocène, de l'après-pétrole. Et en 2009, ils ont sorti un rapport sur à quoi pourrait ressembler l'agriculture sans pétrole. C'était assez court, mais très stimulant. Et donc, ça a débouché sur ce rapport qui a été présenté. Donc, c'est ce que j'ai présenté au Parlement européen en octobre 2003. 13, pardon. Ouf. Ça fait déjà... Alors, ce que je propose, pour faire ce pas de côté, c'est d'abord de voir le système alimentaire dans lequel on vit. C'est déjà très difficile, mais c'est l'étape, la première étape. Je vais passer un peu, mais j'aime bien cette citation de l'architecte Carol Steele. « La plupart de la nourriture que vous et moi allons manger la semaine prochaine n'est pas encore arrivée au pays. » Ça, c'est voir notre système alimentaire. Il y avait des chiffres fous. Je crois que c'était en 2002, toute la nourriture... Donc Londres importe 80% de sa nourriture. Londres. Et en Angleterre, donc la nourriture qui arrive en Angleterre, elle fait, avant d'arriver aux assiettes, elle fait 30 milliards de kilomètres sur les routes. 30 milliards, donc c'est, je crois, 75 000 fois le tour de la Terre, un truc fou. Voilà, ça c'est notre système alimentaire. Alors, une fois qu'on a vu, qu'on a constaté, qu'on sait qu'est-ce qui nous nourrit, je propose aussi de s'inspirer du vivant, c'est-à-dire des principes du vivant, comment fonctionne la nature. Et ça, ce sont des techniques ou plutôt des principes qu'on apprend en permaculture, en agroécologie, et pour essayer de concevoir des systèmes beaucoup plus durables. Et oui, la nature a 3,8 milliards d'années de recherche et développement en soutenabilité. Ben ouais, et il y a plein d'inventions géniales qui ont été faites. On peut s'inspirer du vivant pour concevoir des systèmes durables. Et en particulier, la résilience, c'est ça qui m'a guidé. Alors des systèmes résilients, les systèmes de demain, des systèmes alimentaires seront locaux, beaucoup plus petits, très diversifiés, décentralisés, pour éviter qu'une panne au cœur du système centralisé ne se répercute sur tout le système. Cyclique, vous vous souvenez du système alimentaire linéaire industriel, c'est linéaire. Eh bien, un linéaire, par définition, ça puise des ressources et ça produit des déchets. Et si on reconnecte les déchets, donc les déchets peuvent être la ressource de quelqu'un d'autre, si on referme les cycles, alors ça se met à tourner tout seul, c'est beaucoup plus efficace et efficient. Dans la forêt, une forêt, par exemple, produit énormément de biomasse, et il n'y a pas de déchets. C'est fou, il n'y a pas de déchets dans une forêt, parce que tout est cyclique, tout fonctionne en cycle. Des systèmes transparents, et ça, comme je vous invitais à connaître vos systèmes alimentaires, c'est ça. Quand on ne connaît pas le système alimentaire dans lequel on vit, ou qui nous nourrit, on n'a pas de levier pour l'action politique, on n'a pas de prise sur lui. Donc, bien sûr, ils seront plus locaux et diversifiés, et transparents, ça permettra de mieux les contrôler, et en cas de choc, de mieux agir, évidemment, collectivement, puisque les futurs systèmes résilients seront bien, disons, ancrés, fondés sur le lien social très fort. Bon, ça je détaille dans le livre, je n'ai pas le temps ici. Si, une remarque, je dis les futurs systèmes. Ça ne veut pas dire que j'espère qu'ils seront comme ça. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire soit on décide de les créer maintenant, aux marges du système industriel, et d'en faire les futurs systèmes. C'est soit on anticipe, et c'est ça la transition, soit on ne fait rien,
Et avec l'effondrement du système industriel, il y aura plein de petits systèmes qui vont émerger, et ils seront comme ça. Mais dans l'urgence, c'est juste la différence. L'avenir sera d'office comme ça. C'est ce que je pense. Et enfin, une dernière proposition, c'est que les consommateurs, donc la demande, c'est nous, en fait, on a vraiment un rôle à jouer. Il faut qu'on soit conscient des limites. Un exemple à Cuba, vous savez qu'ils ont passé une transition assez brutale dans les années 90 par un choc énergétique très puissant, j'y reviendrai par la suite. Et en fait, il y a beaucoup d'agroécologie qui s'est développée. En 5-6 ans, ils ont la moitié, je ne sais pas, mais beaucoup de production agroécologique en ville, à la campagne, dans les universités, les chercheurs, les centres de recherche, partout. Ils ont mis en place une transition agroécologique massive. Et en fait, les Cubains, ils n'aiment toujours pas manger des légumes. Ils ont du mal. Et ça a du mal à tirer, à stabiliser le nouveau système agroécologique. Ils ne veulent pas de légumes, des nouveaux légumes qu'ils produisent. Alors, finalement, on va vers quoi? Vers des systèmes plus autosuffisants, vers de l'autosuffisance, vers de la restauration, la régénération des écosystèmes, puisqu'on a tout détruit maintenant. L'idée est que pour l'avenir, il faudra non seulement produire de la nourriture, mais restaurer les écosystèmes. Double tâche des nouveaux paysans. On va vers une agriculture et des systèmes plutôt d'abondance, de résilience. Dans la résilience, en 2 mots, c'est la capacité d'un système de se maintenir debout malgré les chocs. Vous voyez? Mais ce n'est pas de la résistance. Le chêne est résistant et le roseau est résilient. Il se prend des chocs et maintient son système en place. Et diversifié. Et si vous réfléchissez, c'est exactement l'inverse, enfin l'opposé des systèmes industriels qui créent de la dépendance, qui détruisent l'écosystème, qui sont fondés sur la rareté. Notre économie est fondée sur la rareté, sur l'efficacité et sur l'homogénéité. Donc je propose, la transition se planifie. Ce n'est pas quelque chose qui se crée comme ça, qui émerge. Il faut la planifier à grande échelle et maintenant. On va vers une agriculture solaire, c'est-à-dire qui revient dans les flux, comme j'ai dit au début, de l'énergie culturelle biologique. C'est fini le pétrole, c'est fini le gaz naturel, il faut commencer à faire son deuil de ça. Donc une agriculture qui revient dans les flux solaires et qui est cyclique. Et on va passer d'un leitmotiv de croissance à résilience. Ce mot-là qui guide toute notre société, c'est la fin et la croissance ne reviendra plus jamais, faute d'énergie. Il faut en faire aussi le deuil. Et on propose la résilience, qui est un leitmotiv assez efficace et stimulant, il faut bien le dire. Alors, une autre proposition importante, c'est que nos politiques maintenant, qui conçoivent l'avenir des systèmes alimentaires mais des sociétés, prennent en compte à la fois des scénarios de transition linéaire, comme on le voit partout, hein, les experts nous font toujours des scénarios linéaires. Voilà, en 2050, sortie du nucléaire, ça c'est le scénario négawatt. Sortie du nucléaire, sortie des énergies fossiles, voilà. Ça c'est des scénarios, ok, faits par des ingénieurs, c'est linéaire, ça donne une direction, c'est très bien. Mais, et l'histoire en est pleine, il faudra prendre en compte des scénarios non linéaires, imprévisibles, des scénarios de rupture et de catastrophe, voire d'effondrement. Et pour cela, c'est vraiment... c'est une autre politique qu'il faut faire. Mais en fait, je propose de faire les deux en même temps. En même temps, ce que Morin appelle dialogique, une politique dialogique. Bon, ça veut dire en même temps être guidé par une trajectoire très forte de transition, comme on le voit actuellement, qui se met petit à petit en place, avec des forces opérationnelles, des cellules de crise qui prévoient des chocs pétroliers, qui prévoient des ruptures d'approvisionnement en pétrole, en phosphate, en aliments, etc. Parce que dans nos villes, s'il y a une rupture d'approvisionnement en aliments, nous on tient 2 jours. Je crois que c'est 1 jour à Paris, avec les stocks dans les supermarchés. C'est très peu résilient. Et personne, je pense, enfin j'en ai pas encore eu connaissance, personne ne réfléchit à ça sérieusement dans les institutions politiques. Alors la transition qu'on va vivre, c'est passer d'un grand système industriel centralisé à plein de petits systèmes décentralisés. En fait, quand le grand arbre dans la forêt s'effondre, il laisse la place enfin
la lumière pour les jeunes pousses, de pousser, de se développer. C'est un déverrouillage franc et net, mais, voilà. Mais en fait, il faut se rendre compte, et c'est la deuxième partie de ce rapport, que toutes ces jeunes pousses existent déjà. Elles sont là. Mais il suffit, on ne les voit pas, le grand public ne les voit pas. Il faut mettre les lunettes de l'énergie, de la résilience, des chocs, pour commencer à les voir. Et il y a beaucoup de fermes, d'expériences alternatives en ville, à la campagne, qui sont déjà dans ce monde de demain, qui pensent à l'agriculture sans pétrole, qui font l'agriculture sans pétrole. Il y a déjà des expériences de retour de traction animale extrêmement innovantes, et des centres de recherche qui innovent en machines de traction animale, qui inventent des machines très perfectionnées, mais qui fonctionnent avec des animaux. C'est aussi de l'innovation agroécologique. C'est aussi ça qu'il faut se rendre compte. Alors, voilà, pour enfin entrer pleinement dans le côté, disons, lumineux du rapport, et qui, moi, me maintient assez optimiste, je voulais partager quelques réflexions avec vous. La première, c'est quand j'ai voyagé il y a 4 ans à Cuba, où j'ai vu cette transition sur le terrain, une transition, beaucoup d'agroécologie, beaucoup d'agriculture urbaine, mais massivement partout. À La Havane, la moitié des fruits et légumes sont produits directement en ville et distribués en ville. Il y a des villes, ça atteint 80-100%. J'ai vu beaucoup d'expériences, à la fois petites et grandes, mais en réseau, de permaculture, d'agroécologie, etc. En fait, ils ont montré... ils ont eu le prix Nobel alternatif pour ça, en 1999, pour avoir montré qu'en agroécologie, on pouvait produire autant, voire plus, que les systèmes industriels, et sans pesticides, sans insecticides, voilà. Donc c'est possible. Ce que montre Cuba, et ce qui m'a marqué, c'est que là-bas, les gens ont eu faim. Vous savez que l'île dans les Caraïbes avait été sous blocus américain, enfin états-unien, et à l'effondrement du bloc soviétique en 1989, qui était le principal allié, ils se sont retrouvés tout seuls sur leur île. Et pas de chance, ils avaient l'agriculture la plus industrialisée de toute l'Amérique, autant qu'aux États-Unis. Ils avaient autant de tracteurs, ils mettaient autant de pesticides qu'aux États-Unis, avec un système de recherche extrêmement perfectionné. Bon. Et du jour au lendemain, plus de pièces de rechange, plus d'électricité, la moitié des carburants qui n'arrivent plus. Donc le système s'est vraiment effondré, les Cubains ont eu faim. Ils sont passés sous le seuil de recommandation de l'ONU au niveau des calories par jour. Ils ont maigri. Et en 5-6 ans, par la nécessité, par la faim, ils ont entamé un mouvement très puissant qui est venu de la population, les ingénieurs, les poètes, les écrivains, les docteurs, les avocats sont descendus dans la rue, ils ont commencé à faire des potagers. Bon, je schématise, mais ça s'est en gros passé comme ça. Et cette puissance, elle vient d'en bas. Mais il y a une convergence à Cuba, parce qu'ils ont la chance et la malchance d'avoir un État autoritaire qui a su prendre vraiment des bonnes mesures. Enfin, il a pris acte des catastrophes, de ce qui arrivait, et l'ampleur de ce qui arrivait. Et ils ont fait passer des lois, des décrets, très rapidement et très puissamment, pour aller dans le sens de cette transition. Et c'est cette convergence qui a fait qu'en 5-6 ans, ils ont réussi des choses incroyables, qui sont inachevées. Il y a beaucoup de défauts, on peut en parler si vous voulez, mais ils ont quand même réussi cet exploit. Donc ça viendra des deux, il faut les deux ingrédients. Il y a un autre exemple que je commence à creuser aussi qui m'intéresse, ce sont les jardins potagers à la Première Guerre mondiale. Pendant la Première Guerre mondiale, on appelait ça les War Gardens. Alors j'ai les chiffres, pour ne pas les oublier, je les ai notés. Les War Gardens, en 1917, il y a eu 3,5 millions de War Gardens aux États-Unis. Et en 1918, un an après, c'était 5,3 millions. En fait, il y avait même une National War Garden Commission au niveau national qui planifiait tout ça. Et un des membres, c'était par exemple le président de Harvard University. Vous voyez que c'était du sérieux. Il y avait en 1918 des Children Gardens dans les écoles, 90 000. Moi, j'ai des photos. Il y a aussi des affiches, voilà. Ça, c'est plutôt les Victory Gardens, Deuxième Guerre mondiale. Alors, vous voyez qu'Obama n'a rien inventé. Hein. Alors, Victory Gardens, c'est plutôt... après, 12 jours après Pearl Harbor. Alors, les militaires se disaient il faut absolument produire de la nourriture en masse pour aider l'effort de guerre.
Et alors, bizarrement, pour l'anecdote, les militaires ne voulaient pas que ce soit la population. Il y a eu un mouvement spontané de la population pour aider, comme à la Première Guerre mondiale, et les militaires n'ont pas voulu. Ils se sont dit, non, mais vous êtes gentils, mais l'agriculture, enfin, c'est quand même un boulot de pro, c'est pour les agriculteurs, c'est pas pour vous. Et en fait, ils ont dû céder sous la pression populaire et lancer des grands programmes en quelques jours, très puissants, pour lancer les Victory Gardens. Et il y a eu, en 1942, donc soit même pas un an après Pearl Harbor, 15 millions de jardins qui nourrissaient 18 à 20 millions de familles et qui produisaient 40% des légumes du pays. 40% des légumes du pays. Donc on peut faire des choses à l'échelle nationale en quelques jours de manière très puissante. Ça existe. On a les capacités, on a les institutions, on a la puissance de le faire. Ici, on a des potagers près du Capitole. Ici, c'était, je crois, voilà, Smith College, dans les universités. Enfin, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'une réflexion sur l'agriculture urbaine, vous savez qu'elle revient en force actuellement dans nos villes. En fait, il y a beaucoup de villes du Nord, des villes riches, et surtout des villes post-industrielles, comme à Détroit, où ça revient de manière incroyable. En fait, ça va revenir, qu'on le veuille ou non, qu'on mette des politiques en place ou pas, ça reviendra, c'est sûr. L'agriculture urbaine ne nourrira pas les villes. Personne n'est dupe, c'est un complément alimentaire, ça produit des fruits et des légumes, peut-être du petit élevage, peut-être des plantes médicinales, mais l'essentiel de l'énergie, les céréales, ça ne peut pas les produire. Donc on aura encore besoin des campagnes, mais c'est très important pour la cohésion sociale et surtout pour retrouver ce lien entre la terre et l'assiette que nous, en ville, on a perdu. Donc, d'office. Une petite remarque aussi sur l'agriculture urbaine. On voit, ça c'est à Cuba par exemple, à la sortie de Pinar del Rio, la capitale, la Mecque du tabac, vous voyez de l'agroécologie intensive. Intensive en main-d'œuvre. Et oui, quand on n'a plus de pétrole, il faut de la main-d'œuvre. Un petit chiffre pour marquer les esprits. Un plein d'essence, c'est équivalent en énergie à 4 ans de travail humain. 4 ans de travail humain. Vous l'imaginez pour labourer un champ. Donc l'agriculture du futur sera une agriculture intensive en main-d'œuvre et en connaissances. C'est ce que propose l'agroécologie et la permaculture. Alors sur l'agriculture urbaine, donc ça c'était de l'agriculture urbaine, on voit aussi apparaître des projets fous, technologiques, avec des fermes verticales qui utilisent beaucoup d'intrants, que ce soit électricité, métal, etc., ou des projets d'architectes un peu fous, de fermes absolument géniales. Dans un premier temps, je pense que dans la transition, ça peut stimuler beaucoup l'imaginaire et amener beaucoup de gens à passer la transition. Par contre, je vous invite quand même à vous méfier parce qu'en cas de rupture d'approvisionnement d'énergie, de métaux, etc., ça reste quand même des systèmes vulnérables. Il faudra le produire dans les campagnes. Donc trois objectifs, 3 défis pour le nouveau paysan, avec 2 obstacles, sans pétrole. Donc sans grosses machines, c'est fini les grosses machines. Retour de l'attraction animale en Europe dans les années qui viennent, ça j'en suis persuadé. Et avec un climat instable, ce qui est très difficile pour l'agriculteur. Alors rassurez-vous, ça existe. Il y a par exemple les jardins des fraternités ouvrières à Moucron, que vous connaissez sûrement, il y a eu beaucoup de documentaires là-dessus. Voilà, c'est ça. Ça, c'est l'agriculture du futur. C'est une forêt, c'est un peu le bazar. Et ça produit énormément, et c'est fou, et c'est complexe, et ça imite les écosystèmes, et ça produit. C'est complexe, ça veut dire que c'est intensif en connaissances, et en même temps, ça fait 40 ans qu'ils travaillent là-dessus. Au début, c'était intensif en main-d'œuvre, maintenant, ça allait beaucoup moins, parce qu'on suit les principes du vivant, on crée de l'abondance, on a moins besoin de travailler. Alors, il y a des agronomes qui sont venus, ils ont visité ça, ils ont fait, mais c'est fou ça, vous allez à l'encontre de tous les principes de l'agronomie. Moi, j'ai fait agronomie à Jean Blou, et tous les principes qu'on nous a appris, voilà, c'est exactement l'inverse. Et ils disent, on ne comprend pas, vous produisez beaucoup, ça, on ne comprend pas, et ils sont partis. Voilà. Ça existe, mais juste on n'arrive pas à le voir, il faut vraiment changer de lunettes. Un autre exemple de ferme du futur, comme je les appelle, Mark Shepard, c'est un permaculteur j'oublie toujours, en Arkansas, je crois, je ne sais plus, qui a 40 hectares. Alors il a planté des arbres
et des arbustes sur les courbes de niveau pour capter bien l'eau. C'est ce qu'on apprend dans le design, la conception en permaculture. Et imaginez une rangée de pommiers, de poiriers, avec dessous des noisetiers tolérants à l'ombre, des vignes qui poussent autour des arbres, des poules, des cochons, des vaches qui mangent les fruits mûrs, tout ça dans un joyeux bordel. Et surtout, ce qui est magnifique, c'est qu'il y a l'arbre, le ligneux, qui revient au cœur de l'écosystème, de l'agroécosystème. Donc l'agriculture du futur sera une agriculture basée sur les arbres et les plantes pérennes. Pourquoi ? Parce que ça stabilise le climat, c'est beaucoup plus résilient, c'est solide, ça va plus profond chercher l'eau, les minéraux, donc ça a moins besoin d'intrants et ça n'a pas besoin qu'on les ressème, qu'on relaboure, qu'on dépense de l'énergie tous les ans et ça produit autant, sinon plus. Le problème, c'est qu'il faut les planter maintenant parce que dans 10-15 ans, voilà, les arbres seront encore petits. Ça met longtemps à croître. Donc, voilà, j'aime beaucoup cet exemple parce qu'on remet l'arbre au cœur du système avec autour que des OGM en monoculture. Hein. C'est vraiment l'agriculture industrielle autour par excellence. Ici, une grande ferme en permaculture. Tiens, j'ai oublié le nom. Je ne sais plus. Fabien, tu te rappelles ? Voilà, on peut faire des grandes fermes productives en permaculture. Ça existe aussi, on peut faire des petites choses sur son balcon, en ville, à la campagne, on peut aussi produire beaucoup. Alors un exemple que j'aime beaucoup, c'est la ferme du Bec et Loing, en Normandie, qui est devenue une école de permaculture. En fait, ce sont des terres très pauvres, qui étaient traditionnellement destinées à l'élevage. Donc c'était des pâturages. Et Charles et Perrine Hervé Gruyé sont pas du tout des agriculteurs. Il y en a un qui était... marin, et elle, je ne sais plus ce qu'elle faisait, mais bon, elle a un boulot en juriste, je crois. Avocate, oui, c'est ça. Et ils sont mis à faire de l'agriculture, mais ils ont cherché des techniques folles, farfelues, et en fait, sur un demi-hectare, sur 4500 mètres carrés, ils produisent beaucoup, et avec une serre, avec des buts, avec des techniques qu'on appelle de micro-agriculture hyper intensive. Ici, vous avez un exemple de semoir à 6 rangs, voilà, qu'on passe, c'est manuel. 6 rangs ici, ça fait 12, et entre, ils sèment encore, entre les rangs, et pas qu'une espèce, beaucoup d'espèces. Donc ça fait qu'on a des buts, mais incroyablement abondantes, fertiles, mais alors c'est du chipotage. Il faut vraiment aller... Les machines sont malvenues. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup de main-d'œuvre, mais finalement, leur principe, c'est pour faire du rendement, il faut réduire les surfaces. C'est l'opposé de notre schéma actuel. On pense souvent que pour augmenter les rendements, il faut augmenter les surfaces. C'est faux. Eux, ils montrent vraiment l'inverse. Et ils sont suivis par une équipe de l'INRA qui fait un protocole scientifique bien cadré pour mesurer tout ça. J'y reviendrai par la suite. En fait, ils sont allés voir des techniques qu'avait développé Elliot Coleman, un Américain qui habite dans le Maine. Ça fait 40 ans qu'il est pionnier dans l'agriculture biologique, mais bon, de demain, on va dire. Et Coleman, donc, on a la chance que Actes Sud ait publié un de ses livres qui s'appelle « Des légumes en hiver », préfacé par Charles du Bec et Loing, justement. Et lui, il arrive, donc Coleman, à faire des légumes tout l'hiver, sous des serres, mais sans pétrole, sans énergie, vraiment avec des techniques hyper productives, qu'il est allé trouver, en fait, chez les maraîchers du 19e siècle à Paris. Il faut savoir qu'à Paris, on va voir les photos après, il y avait une ceinture périurbaine très productive avec tout le crottin qui venait de Paris. Ils avaient beaucoup trop de crottin de chevaux. Et en fait, ça nourrissait une ceinture maraîchère extrêmement productive avec des techniques incroyables. Je crois que c'est peut-être les techniques les plus productives qu'on a jamais créées, en tout cas dans notre civilisation. Ils arrivaient à 8 récoltes par an. 8 cycles, 7 ou 8 récoltes par an. C'est fou, quoi, pour une même parcelle. Et il y a quelqu'un aussi, donc Jean-Martin Fortier, un Québécois, et sa compagne, qui sont lancés là-dedans, dans cette micro-agriculture hyper intensive. Ce sont 2 livres que je vous conseille parce que Jean-Martin et sa compagne montrent avec un modèle économique très au point. Ils gagnent peut-être 2000 € par mois, je crois. Et sur moins d'1 hectare, ils nourrissent 250 familles et ils gagnent largement leur vie. Et ils ont un tout petit motoculteur
et ils font de la micro-agriculture, mais hyper productive. Et en fait, voilà une affiche que j'ai trouvée sur Internet avec Elliot Coleman qui vient à Paris, à l'AgroParisTech, faire une conférence. C'est l'équivalent de Jean Blou ici, voilà, le principal pôle de l'agronomie, disons, conventionnelle. Et en plus, il y avait Jean-Martin Fortier avec. Et en photo, derrière, on voit une photo de Paris, des maraîchers parisiens du 19e, qu'on peut voir ici, en noir et blanc. Alors, ils avaient des cloches, ils couvraient leur culture, ils les paillaient, ils les bichonnaient. C'est extrêmement... Tous les soirs, ils devaient couvrir les cultures. Extrêmement lourd en main-d'œuvre. Je n'ai pas dit que ça sera marrant. Ça sera intensif en main-d'œuvre. Ça va être fatigant. Mais on a beaucoup de main-d'œuvre en ville, ça tombe bien. En plus, il y a beaucoup de chômage. Alors, intensif en main-d'œuvre. Et en plus, nous, on a plus d'un siècle de connaissances accumulées en agroécologie, donc intensif en connaissances, on peut aussi le faire, et on peut diminuer la fatigue, ou disons le travail manuel, par les connaissances et un bon design. Au Bec et Loin, je vous disais, ils sont suivis par l'INRA, ils ont montré que sur 1000 m², 1/10 d'hectare, on pouvait créer un équivalent temps plein. C'est un modèle complètement fou en agriculture conventionnelle. Voilà, on peut vivre avec 1000 m². Et en fait, cette étude a été faite sur plusieurs années, mais l'année où c'est paru, la deuxième année, ils ont eu des très mauvaises récoltes et un système économique encore pas trop en place, et avec des bons rendements. Et là, cette année, les derniers chiffres qui sortent sont juste fous. Ils ont explosé les rendements, c'est parce qu'ils ont eu une bonne météo. C'est vraiment l'agriculture du futur. Et je termine là-dessus. Qui seront les paysans du futur? Qui seront... Alors en France, il y a des formulaires administratifs au ministère de l'Agriculture. Vous venez d'où, vous? Ah, non issus du monde agricole. C'est une petite case. Non issus du monde agricole, culteur. C'est eux les paysans du futur. Pour deux raisons. La première, elle est simple, c'est que les agriculteurs, c'est 2% de la population active en Europe. Il n'y a pas assez de force, avec 2%, si on retire le pétrole, pour faire de l'agriculture, pour nourrir l'Europe. Donc ce ne sont pas les agriculteurs qui nourriront l'Europe dans 10-15 ans. D'autant plus, et c'est triste à dire, mais les agriculteurs sont de plus en plus malades et touchés par des cancers. Et j'ai eu vent d'une étude en France qui ne va pas être publiée parce qu'elle est, c'est un véritable scandale. Il y a une étude épidémiologique qui montre que dans 10 ans, 90% des agriculteurs en France auront un cancer. Donc c'est aussi une raison pour penser que ça ne sera pas eux qui nourriront l'Europe dans 10-20 ans. Donc ce seront les nimaculteurs. Les nimaculteurs, alors j'ai calculé dans le livre, c'est un calcul d'extrapolation avec la transition cubaine, il faudrait d'ici 10 à 15 ans 120 millions de nimaculteurs pour nourrir l'Europe. 120 millions, 2 fois la France, 12 fois la Belgique, à former en technique agroécologique d'ici 10 à 15 ans. Ça, c'est un défi. Alors en fait, les nimaculteurs, ils sont déjà nés. Ah oui, ils sont déjà nés. C'est juste qu'ils ne savent pas encore que ça sera eux. En fait, c'est vous et c'est moi. Merci de votre attention.